Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. La dernière fois, on avait vu la glycolyse en détail. On avait dit que la glycolyse, elle permettait d'obtenir deux molécules de pyruvate à partir d'une molécule de glucose et qui permettait de dégrader justement cette molécule de glucose afin de pouvoir produire de l'ATP. Maintenant, dans cette vidéo, on va voir le sens inverse, si on veut, de la glycolyse, c'est-à-dire qu'à partir de deux molécules de pyruvate, on va produire la glycolyse. On va produire une molécule de glucose. Pourquoi? Parce que parfois, il faut savoir que lors d'une période de jeûne, surtout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre taux de glucose dans le sang baisse. Et ça, c'est un problème, parce que la glycémie doit toujours être régulée, doit toujours avoir une valeur normale. Donc, ce n'est pas possible que le taux de glucose dans le sang baisse, et par conséquent, il faudra régénérer des molécules de glucose. Comment on fait? Eh bien, on utilise le principe de la néoglucogenèse. C'est-à-dire que je reforme mon glucose à partir de deux molécules de pyruvate. Alors, on pourrait se dire, très bien, c'est simple, on a utilisé plusieurs réactions, donc autant revenir en arrière. Donc on commence à partir de ces deux pyruvates qui vont me donner le phosphoénolpyruvate, qui vont me donner le 2-phosphoglycérate, puis le 3-phosphoglycérate, puis le 1,3-biphosphoglycérate, puis le glycéraldéhyde-3-phosphate, puis le fructose, 1,6-biphosphate, plus le fructose 6-phosphate, puis le glucose 6-phosphate, et puis finalement le glucose. Mais c'est là où on rencontre un problème, c'est que on avait dit l'autre jour qu'il y avait des réactions qui sont irréversibles, donc qui ne peuvent pas se faire dans ce sens. Et plus précisément, il y a trois réactions irréversibles, qui sont la première, le passage du glucose au glucose 6-phosphate par glucokinase exokinase. Voilà, j'avais bien écrit qu'ici c'était irréversible. La même chose ici, le passage du fructose 6-phosphate au fructose 1,6-biphosphate, c'était irréversible. Et puis la toute dernière réaction, du phosphoénolpyruvate en pyruvate, eh bien, je ne l'ai pas écrit ici, mais les réactions sont irréversibles. Parce que la pyruvate kinase, elle est bel et bien soumise à régulation. Donc voilà. Et par conséquent, il faut trouver un moyen. Eh bien, vous devez vous mettre en tête que la néoglucogenèse, ou la genèse, elle utilise uniquement les réactions réversibles de la glycolyse. Pour le reste, eh bien, il sera assuré par d'autres réactions, plus précisément d'autres enzymes. Donc on avait dit que la glycolyse se passe au niveau du cytosol. Eh bien maintenant, imaginons qu'on veut, à partir de ces deux pyruvates, produire du glucose. Donc la première des choses à faire, c'est que je vais prendre ce pyruvate et il va entrer à la mitochondrie. Lorsque ce pyruvate va entrer à la mitochondrie, il va nous donner un nouveau produit qui s'appelle l'oxaloacétate. Cet oxaloacétate-là, si vous vous souvenez bien, on l'avait vu lors du cycle de Krebs. Mais le passage du pyruvate à l'oxaloacétate, je vais venir perdre, ou bien je vais venir consommer une molécule d'ATP. Donc le passage de l'ATP à l'ADP plus PI. Et cette réaction se fait par une enzyme qui s'appelle pyruvate carboxylase. C'est une enzyme qui est irréversible. C'est-à-dire que l'enzyme, en réalité, elle catalyse une réaction irréversible. Ensuite, cet oxaloacétate qu'on a fourni, eh bien, il va lui-même entrer dans une réaction où il va nous donner notre phosphoénolpyruvate. Cette fois-ci, il va consommer une molécule d'ATP. Non, cette fois-ci, ce sera différent. Il va consommer une molécule de GTP et ce sera catalysé par une enzyme qui s'appelle phosphoénolpyruvate carboxykinase.
Donc, phosphoénol pyruvate carboxykinase, PEP-séquent. Lorsque j'ai produit mon phosphoénol pyruvate, il peut revenir en 2-phosphoglycérate, puis en 3-phosphoglycérate, puis en 1,3-biphosphoglycérate, puis en glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, il ne va pas passer par le dihydroxyacétone. Si, il va passer par le dihydroxyacétone-phosphate, il est obligé. Et là, il va uniquement passer par le glycéraldéhyde. Ils vont se condenser ensemble pour me donner le fructose 1,6-biphosphate. Mais là, lorsqu'ils vont arriver au fructose 1,6-biphosphate, eh bien là, c'est une réaction qui est irréversible. Et donc, il faut que je la contourne par une autre réaction. Eh bien, c'est une réaction qui va me fournir du fructose 6-phosphate, mais qui sera catalysée cette fois-ci par une enzyme qui s'appelle le fructose 1,6-biphosphate ase, biphosphatase, qui va me donner le fructose 6-phosphate. Ensuite, ce fructose 6-phosphate va se convertir en glucose 6-phosphate par une enzyme qui est isomérase, glucose 6-phosphate isomérase et qui est réversible. Et donc, arrivé à ce glucose 6-phosphate, il faut bel et bien qu'il se transforme en glucose. Mais là, l'enzyme est irréversible. Donc, il y aura une autre enzyme qui va entrer en jeu, et c'est le glucose 6-phosphatase. Et voilà, j'aurai obtenu mon glucose. Mais j'aurais obtenu mon glucose, mais j'ai consommé. Regardez combien de molécules j'ai consommé. J'en ai consommé plusieurs. Parce que ici, à partir d'une molécule d'ATP, je produisais un ATP lors de la glycolyse. Mais là, ce sera le contraire. Pour passer du 3-phosphoglycérate au 1,3-biphosphoglycérate, je dois consommer une molécule d'ATP. La même chose ici. Donc au final, lors de ma néoglucogenèse, j'aurais consommé 4 ATP. Pourquoi 4? Donc, une ici, une ici, une ici, une ici. Non, pas là, mais plutôt là. Une ici, et ce sera la même chose ici, parce que j'ai 2 pyruvates. Donc, il y a aussi ici un autre pyruvate qui va subir la même chose. Donc, c'est 4 ATP, et ce sera 2 GTP. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je consomme. Plus deux molécules de NADH+, qui seront consommées pour le passage du 1,3-biphosphoglycérate en 3-glycéraldéhyde phosphate, en glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc j'aurai aussi consommé 2 NADH+. Donc ça aura fait, donc on aura consommé pas mal de molécules. Et donc, si on veut faire un petit calcul pour voir combien d'ATP brut on aura consommé, donc c'est 4 ATP plus 2 ATP, et on a dit que chaque NADH+, eh bien, il nous donne 2,5 ATP. Donc c'est 2 fois 2,5. Si on veut, c'est l'équivalent de 5 plus 4, c'est 9, donc c'est 11 ATP. Donc c'est comme si, pour produire une seule molécule de glucose, on aura consommé 11 molécules d'ATP. C'est gigantesque. C'est très rare les cas où on arrive à 11 ATP qui sont produites pour fabriquer une seule molécule. Donc imaginez combien d'énergie il faut pour une seule réaction de la néoglucogenèse. D'où l'importance de toujours avoir une... Et d'ailleurs, chose importante, c'est que ceci se passe lors d'une période de jeûne. Donc, vous savez que lors de la période de jeûne, j'ai déjà pas assez d'énergie. Donc, imaginez que je n'ai pas assez d'énergie et je dois quand même consommer 11 ATP pour produire une molécule de glucose. Donc, ça prouve que le glucose est quelque chose de très important pour le corps humain. Et voilà. Et qui va assurer pas mal, qui va assurer tout simplement la vie cellulaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire à propos de la néoglucogenèse. Donc on va parler de la régulation. Donc au niveau de la régulation, si vous vous souvenez bien, on avait dit que lors de la glycolyse, l'un des, au niveau de la régulation allostérique, l'un des activateurs cruciaux, c'est quoi? C'est le fructose 1,6-biphosphate. Eh bien,
le fructose en 6-biphosphate, c'est un activateur de la glycolyse. Donc, imaginons que ce fructose en 6-biphosphate, on n'en a plus. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de glycolyse. Eh bien, si je vous dis que ce fructose en 6-biphosphate, il y a une enzyme qui s'appelle la PFK2, la phosphofructokinase 2. C'est elle qui me produit ce fructose en 6-biphosphate. Donc, si je bloque cette enzyme-là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas produire du fructose en 6-biphosphate. Et par conséquent, je n'aurai pas de glycolyse. Et par conséquent, lorsque je n'ai pas de glycolyse, j'ai la néoglucogenèse. Et qui me bloque cette enzyme-là qui s'appelle la PFK2? C'est tout simplement le glucagon. Le glucagon, son rôle, c'est de phosphoryler. Il phosphoryle tout et n'importe quoi. Donc il va aussi phosphoryler le PFK2. Il ne va pas le laisser travailler. Et donc il ne va pas me fabriquer du fructose en 6-biphosphate. Et donc je n'aurai pas de glycolyse. Et par conséquent, j'aurai la néoglucogenèse. Voilà. Donc pour rappel, le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. Ça me fait augmenter la glycémie dans le sang. Comment elle travaille? Elle travaille par phosphorylation. Par phosphorylation. Alors que l'insuline, elle, l'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante. Elle fait baisser la glycémie dans le sang. Et elle travaille par déphosphorylation. Et voilà. J'espère que vous aurez aimé ceci et je vous souhaite bon courage. Hein. Et voilà.